Ça y est, le correctif du R5 vient d'atterrir sur le marché. Et il s'appelle le R5C pour R5 corrigé, ou R5 climatisé, ou R5 clafoutis. Je suis JB, tu es sur... Je suis JB, tu es sur... Jingle. C'est faux, ce n'est absolument pas une mise à jour du R5, qu'on se mette tous d'accord avant de commencer cette review. Et d'ailleurs, les plus vifs d'entre vous auront noté qu'il n'y a plus écrit ni R ni 5 sur ce boîtier, mais qu'il aborde fièrement le logo C de la gamme Cinema Canon. Et je vous le dis tout de suite, c'est comme ça qu'il faut appréhender ce R5C, comme une caméra de la gamme Cinema Canon, basé sur une plateforme de R5 et d'où ils ont oublié d'enlever la fonction photo. Et je pense pas du tout que ça soit le boîtier pour shoot hybride ultime que nous a vendu lors de sa promotion Canon. Par contre, je n'ai jamais vu un appareil photo et une caméra aussi puissante regroupés dans un seul et même boîtier. Mais c'est comme d'hab, pas les specs qui font l'usage, et cette caméra en est l'exemple parfait. Et oui, j'ai dit caméra, parce que la plupart des choix qui ont été faits dans ce boîtier l'ont été faits pour valoriser la fonction vidéo, et dans un cas même, au détriment de la fonction photo. Est-ce que c'est que donc ce suspense? Mais non, aucun suspense, vous savez très bien de quoi je parle, mais parlons d'abord du plus important, le look. À quoi allez-vous ressembler avec ce boîtier en main? Et pour les photographes, bah c'est pas ouf. En gros, vous avez un R5 mais en moche, avec son excroissance asymétrique qui rend hommage à la Clio Thalia, qui est une berline qu'on n'a pas arrêté de produire pour rien. Ça sent le travail fait à la va-vite, il n'y a vraiment pas d'amour hein, et tout le monde est un peu mal à l'aise avec le résultat. Par contre, pour les vidéastes en revanche, vous avez un boîtier au look racé, ultra compact, ultra compatible avec un Ronin qui se jette facilement dans un sac. En plus, vous héritez d'un EVF, ce qui, oui, est en option sur les caméras. Et en plus, vous avez aussi la même tropicalisation que le R5, car oui, malgré ses évents, Canon clame que le R5C profite de la même tropicalisation que le R5, ce qui est assez inédit sur une caméra. Et non, Jérémy, range tout de suite cette GoPro. Au niveau de l'apparence, on notera quand même que ça ressemble aussi pas mal à un R5 à 2-3 différences près qu'on va méticuleusement lister. 1. Le switch on-off qui a 3 positions, le mode photo, le mode off et le mode vidéo. Et soucieux de notre motricité fine, Canon l'a d'abord pensé comme un jeu d'adresse. Le but étant de le mettre sur off en moins de 10 essais. Et ça c'est assez fou, parce que là, c'est impossible. J'adore. Ok, ça m'énerve. Putain. 2. Les boutons ont un double marquage, ceux du R5 et ceux d'une caméra de la gamme Cinema. Et ça, c'est du lourd, on va le voir. 3. On a aussi une Tally Light, une lumière témoin. Mine de rien, c'est super pratique quand on tourne. Et en plus, son positionnement est vraiment bien foutu parce qu'il est aussi bien visible par le talent que par l'opérateur. Et parce que moi je tiens ma caméra comme ça, histoire d'être plus stable et histoire que les gens aussi puissent apprécier le travail effectué sur ses biceps. Et en plus, elle clignote aussi quand la carte est pleine et quand la batterie est vide, ce qui arrive souvent sur ce boîtier, du coup j'aime. On a aussi la nouvelle griffe intelligente inaugurée sur le R3 et qui peut finir de rendre aussi ce boîtier aussi puissant qu'une grosse caméra de production en y ajoutant une interface audio par exemple. On a aussi une entrée-sortie timecode pour les prods qui font du multicam et qui veulent synchroniser rapidement. 7. On a le fameux cucu bizarre de la Clio berline de 2007 visant à séduire le marché nord-africain et sud-américain, dont on rigole, hein, mais qui rend le tilty flippy screen totalement libre, même si vous blindez le boîtier de câbles, ce qui était un des gros défauts du R5. Ici, on a même de la place pour mettre des serre-câbles pour rigidifier un peu les ports micro HDMI et USB-C qui ont tendance à mal vieillir, parce qu'ils ont pour point commun que c'est de la merde. Mais le changement le plus important, on sera tous d'accord, c'est désormais le déclencheur qui est rouge. Par contre, puisqu'on en est sur la présentation, parlons un peu de ce carton. Niveau fun et attrait, le carton du R5C, il est un peu du côté soviétique du spectre. Le truc, il est tellement cheap et triste que quand j'ai reçu, j'ai cru que c'était mon Uber Eats. Bref, on va pas mal s'attarder sur le mode vidéo qui est la véritable nouveauté de ce R5C. Car en mode photo, c'est un R5 ni plus ni moins.
boîtier dont j'ai déjà fait pas une, mais 2 reviews. Et en plus, il y a tellement de trucs à dire sur la fonction vidéo de ce boîtier que je vais même pas pouvoir être exhaustif. Mais si vous avez des questions, on peut terminer le travail dans les commentaires. Les photographes seront les plus dépaysés dans ce mode vidéo, alors que les possesseurs de caméras de la gamme C seront eux à la maison. Il faut savoir que le boîtier reboot complètement entre la fonction photo et la fonction vidéo, et ça prend même plusieurs secondes, ce qui est pas ouf pour du run and gun ou alors du mariage, mais vous pouvez toujours réduire ce temps en supprimant le nettoyage du capteur. Enfin bon, bref. Perso, pour moi c'est un détail parce que dans le type de shoot que je fais, le temps que je briefe le modèle, qu'on passe sur de la vidéo et qu'il faut refaire tel ou tel mouvement, le boîtier a le temps de rebooter 3 fois. Mais je reste persuadé que ce R5C n'a pas vraiment été pensé pour switcher frénétiquement de la photo et la vidéo, et je vais vous détailler pourquoi. Ce R5C utilise 2 systèmes d'exploitation totalement différents qui ne communiquent pas ensemble et qui ne sont d'ailleurs même pas développés par les mêmes équipes. Et je vais vous demander de vous arrêter sur cette info parce que c'est là que le R5C est un ovni et se distingue de tout ce qui a pu être produit à ce jour dans le monde de la photo et de la vidéo. Et franchement, c'est couillu, c'est clivant. Du coup, je respecte. Vous l'avez entendu, le R5C peut filmer jusqu'à de la 8K 60 en RAW, en 12 bits et en interne avec une astérix. Tous les modes classiques sont suréchantillonnés à partir de la 8K, là où le R5 le proposait que sur la 4K 25. Et comme le R5C mâchonne plus facilement toute cette data que le R5, on hérite aussi d'un gain sympa en plage dynamique. La qualité de la 4K est juste démentielle, le tout sans surchauffe, sans limite de temps, c'est génial. On a une autre nouveauté aussi, c'est qu'on a des modes crop qui nous permettent d'accéder à du RAW dans de plus faibles résolutions. On a donc de la 6K en RAW en Super 35 et on a même de la 2K en RAW en Super 16 qui peut monter jusqu'à 120 fps. Au niveau des codecs, on a toujours le bon vieux H.264 pour tourner en 8 bits, on a du H.265 qui est un format de tournage et de stockage ultra compressé mais qui est un peu un enfer à monter sans faire de proxy. On a du cinéma RAW mais light cette fois, toujours 12 bits machin, beaucoup plus digeste que le Canon RAW du R5, et un petit nouveau qui va mettre tout le monde d'accord, c'est le XC-AVC qui est un format qui offre un bon équilibre entre compression et performance en montage et qui supporte du 10 bits que ce soit en log ou avec n'importe quel profil couleur ou gamma d'ailleurs. Et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les gens qui ne veulent pas s'embêter à faire des proxys, et pour ceux qui veulent quand même faire des proxys, et ben le R5C peut s'en charger en faisant dans n'importe quel format vidéo des proxys sur la carte SD. Ça c'est vraiment trop bien. Entre les résolutions, les codecs et les modes d'enregistrement, il y a des possibilités improbables, hein, et à mon avis elles satisferont même les plus chiants d'entre vous. Plongeons maintenant dans les fonctions, et en plongeant dans les menus, je me suis rendu compte que mon R5 était un jouet pour enfants face à ce R5C. Et c'est dans cette complexité que se trouve la plus grosse plus-value de ce R5C. Si vous cherchez un outil simple et accessible, je vous le dis tout de suite. Une fois passé en mode vidéo, vous avez une vraie caméra avec quasiment tous les raffinements qu'on en attend. Et je vais déjà calmer certains, cette caméra n'est absolument pas destinée aux débutants. Et il vous faudra un bon bagage technique dans la vidéo, soit une bonne courbe d'apprentissage pour exploiter correctement tout ce qu'elle a à offrir. En plus, les menus ciné sont clairement pas adaptés pour ce petit écran. Il y a des milliers d'infos minuscules, et si vous avez des mains de batracien comme moi, vous allez galérer à ne pas appuyer sur 5 fonctions en même temps. Ce qui n'est pas vraiment un avantage en run and gun. Le R5C nous prend par contre pour des adultes avec des capacités de hot swap sur la batterie et sur les cartes. Ça va vous mettre dans l'ambiance. Même en plein enregistrement, vous pouvez brancher une batterie externe, vous sortez la batterie interne, vous en mettez une autre, vous débranchez la batterie externe et ça n'a même pas coupé l'enregistrement. Donc c'est assez cool si on veut par exemple changer de batterie V-mount et se servir de la LPE6 comme de batterie tampon. Et en fait on va voir que sur ce boîtier en mode vidéo, la LPE6, c'est une batterie tampon. Plus fou, les cartes sont swappables même en plein enregistrement. J'ouvre le compartiment carte, le boîtier m'explique qu'il ne faut pas déconner parce qu'il bosse sur la CF Express, mais je peux quand même retirer l'ASD. Essayez d'ouvrir un compartiment carte sur un R5 par exemple, et le boîtier se coupe purement et simplement. Un autre exemple pour vous montrer la finesse qu'on trouve dans ce boîtier. Vous pouvez, comme dans le R5, choisir vos incréments de diaphragme. Soit en demi-diaph, soit en quart de diaph pour les plus tatillons. Mais non, 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 ça ne suffit pas.
Pour les plus maniaques d'entre vous, Canon a jugé bon d'installer des micro-incréments de diaphragme pour régler la profondeur de champ ou l'exposition de manière germanique. Mon gros coup de cœur, par contre, c'est le shutter qui peut être réglé en angle. Alors, pour les photographes qui parlent en centièmes de seconde, je vais expliquer cette notion d'angle et vous allez voir que ça rend la vidéo beaucoup moins prise de tête. Au début du cinéma, le shutter était rotatif. C'était grosso modo une découpe dans un disque qui tournait à la même cadence que la pellicule. Rien à voir du coup avec un shutter à diaphragme ou à rideau ou même les shutters électroniques qu'on trouve sur des appareils photo. Pour reproduire à 25 images secondes un flou de mouvement proche de celui de l'œil humain, on s'est rendu compte qu'une découpe dans ce disque à 180 degrés, ça faisait le taf. Je fais un break parce qu'en fait c'est super intéressant ce que je dis et que ça mérite un abonnement. Merci. Et là les matheux se disent, mais si le disque fait 25 tours par minute et qu'il expose la moitié du temps, ça fait un temps d'exposition d'un 50e. Et oui, et cette expo est corrélée avec la vitesse du film, à 50 images secondes. Un shutter à 180 degrés expose à 1 centième, et à 100 fps à 1/200. D'où cette règle des 180 degrés qui nous somme de doubler notre temps d'expo par rapport à notre frame rate. Et ça c'est fabuleux parce que régler son shutter en degrés, c'est ne plus se prendre la tête sur sa vitesse. Quelle que soit la vitesse séquentielle choisie, le shutter s'adaptera pour offrir un look naturel. Vous avez aussi le choix d'angle plus fermé ou plus ouvert pour avoir un look plus sharp ou plus doux sur vos images. Et ça, combiné avec la pagaille de boutons que propose le R5C, ça rend le shoot super efficace. En un clic, je passe de la 4K 25, 50, 100 ou 120 et la vitesse d'obturation s'adapte instantanément parce que l'angle du shutter reste le même. D'ailleurs, je vais m'attarder sur les framerates car c'est encore du lourd quand on vient d'un R5. Ici, la vitesse séquentielle en entrée de celle de capture est décorrélée de celle en sortie. Comme je suis réglé en pâle, en sortie, j'ai le droit de faire du 25 images secondes ou du 50 images secondes. Alors qu'en entrée, je peux faire du 1, du 2, du 25, du 48, du 78, du 100 et même du 120 fps qui seront convertis soit en 25, soit en 50. Là où le R5 en pâle ne me proposait que 100 fps. Non seulement j'ai un choix de vitesse séquentielle incroyable pour m'adapter à tous les mouvements possibles, mais en plus je gagne 20% d'images en plus en slow-mo par rapport à mon R5 en pâle. Le R5C a aussi un double ISO natif. Et pour le Log 3, c'est 800 et 3200. Pour le Reg 709, c'est 400 et 1600. Et ça vous offrira le meilleur ratio signal-bruit possible. Et je vous avais montré que le R5 avait aussi ce double ISO natif, même si Canon n'a jamais communiqué dessus, ce qui est assez incompréhensible, parce que ça rend vraiment le R5 assez puissant en low light. Sauf que sur le R5C, vous pouvez limiter la plage ISO à ces deux ISO natifs seulement. Et vous pouvez switcher de l'un à l'autre en configurant un bouton. Et bien programmé, ce boîtier est juste une arme létale sur un shoot. Surtout si vous le jetez super violemment sur quelqu'un. En vidéo, l'autofocus est une génération plus vieille que celui trouvé en photo. Donc vous pouvez oublier la reconnaissance des animaux ou des véhicules, par exemple. C'est tout de même le premier boîtier cinéma Canon qui a une détection de l'œil, mais pas en slow-mo, attention. Autre différence avec le R5. Le focus en vidéo est moins vif que sur le R5, c'est clair, mais tout n'est pas à jeter comme j'ai pu voir dans différentes reviews. En fait, ce sont surtout les transitions qui sont plus lentes, au profit de focus spools plus agréables visuellement, plus que totalement scotchés au sujet. En réglant la vélocité à fond, on s'approche des perfs du R5 avec en plus des fonctions comme Face Only, qu'on trouve déjà sur la C70. Si le visage quitte le plan, le boîtier ne tentera pas de faire une map sur le fond. Et ça, c'est très propre et je vais certainement l'utiliser en interview ou même sur cette chaîne. Donc, tout n'est pas à jeter sur cet autofocus et on peut même rêver une mise à jour firmware car après tout, c'est que du logiciel. Et actuellement, on sent que cet OS a été construit autour d'une caméra ciné plutôt que d'un petit hybride. Pour moi, le plus gros sacrilège, ça va être la recodeuse que j'adore en photo, mais qui est absente des caméras cinéma. Donc, quand on est en vidéo, elle ne sert juste à rien. Et puis, on a d'autres détails comme les collimateurs qui ne se recentrent pas quand on appuie sur le joystick. Bon, c'est des détails, mais ça montre que ces deux OS ne sont pas forcément super bien unifiés. Allez, Canon,
Au boulot, ce R5C, ça peut être l'occasion pour l'équipe photo Canon et l'équipe vidéo Canon de se rencontrer, peut-être de boire un café et de comparer un peu les bonnes idées qu'ils ont pu avoir chacun de leur côté. Puisqu'on a pété l'ambiance, on va continuer en parlant de l'IBIS, la stabilisation du capteur qui est absente de ce boîtier, mais perso, ça me dérange pas plus que ça. Alors, l'IBIS, c'est génial quand on est en statique, parce que ça s'en sort plutôt super bien avec tout ce qui est tilt et tout ce qui est panne. Mais quand on est en mouvement, ça fait du wobble. C'est pas génial et c'est assez rédhibitoire sur les prods sérieuses. Le capteur flottant peut aussi vibrer sur des hautes fréquences quand on rig par exemple le boîtier sur un véhicule. Ça rend l'image floue et gélatineuse. Bref, vous l'avez compris, si aucune caméra de ciné n'a d'IBIS, c'est tout simplement car quand on veut faire du mouvement propre, on utilise du matériel adapté comme une glidecam, une gimbal, une grue ou une dolly. L'IBIS peut rendre service en shoot sauvage, mais ça va devenir un handicap à un certain niveau de production quand on cherche à tout contrôler. Mais bon, je pense qu'avec les différentes options que je vous ai montrées précédemment, vous commencez à comprendre que cette caméra s'adresse aux plus exigeants d'entre nous. Allez, on continue sur les inconvénients et après on verra pour qui est fait ce boîtier selon moi. Construire une caméra aussi puissante autour d'un châssis DR5, ça a plein d'avantages qui pèsent, hein, on l'a vu. Solidité, tropicalisation, taille compacte, mode photo démentiel, 8K pas cher. Mais ça a aussi de bons inconvénients. Le plus gros point noir étant pour moi cette petite batterie LPE6 totalement dépassée par les événements et qui fait pour moi de cette caméra un truc plus adapté pour une production un minimum équipée, plus que pour un shooter hybride qui crapahute dans la montagne. Je l'ai testé, autant en photo il est parfait, c'est un R5, hein. Autant en vidéo la gestion de la batterie interne me permet clairement pas de bosser sereinement. Pour moi en vidéo, ces petites batteries servent surtout d'appoint quand on switch de batterie V-mount. Le système d'exploitation côté vidéo n'est pas beaucoup du tout optimisé pour l'économie d'énergie. Presque tous les formats sont suréchantillonnés et ici il n'y a pas de veille basse résolution comme sur le R5. Le R5C balance un flux pleine résolution qu'il enregistre ou pas. Donc il malaxe de la 8K dès qu'on met le boîtier sous tension. Qu'on soit dans les menus d'ailleurs ou qu'on enregistre. Ça va plaire aux prods qui utilisent différents moniteurs ou enregistreurs externes, mais ça peut avoir aussi comme effet que son autonomie est quasiment identique qu'on enregistre avec ou pas. Ça va rendre fou les plus photographes d'entre vous qui s'imaginent déjà avec plein de batteries dans les poches, mais les filmmakers se diront que au final, une caméra avec ce type de spec, ça se rigue un minimum. Et si vous lui collez une batterie V-mount aux fesses, comme ceci, hop, et ben là vous avez une grosse caméra qui peut balancer de la grosse 8K 60 RAW dans un boîtier qui est relativement compact et surtout à un prix incroyable pour la prestation offerte. Il faut savoir aussi que la petite LPE6 n'offre pas un voltage suffisant pour gérer l'autofocus quand vous êtes en 8K 60. Donc avec un objet ciné ou manuel, il n'y a pas de souci, mais pour les autres, il faudra ajouter une source d'alimentation. Et la plupart des objets RF ayant une bague électronique et un diaphragme électronique, cherchez pas à gruger en passant simplement l'objectif en manuel. Du coup, ce boîtier pour qui? Les photographes déjà. Si vous êtes amateur passionné et que vous voguez entre photo et vidéo, honnêtement, je pense passer votre chemin. Le R5 fera pour moi totalement l'affaire. Et n'oubliez pas, il y a quand même peu de différence entre la qualité d'image que propose ce boîtier par rapport au R5. C'est surtout de la productivité, de l'endurance thermique et plein de fonctions pour les maniaques du contrôle absolu. La partie vidéo en plus est vraiment pointue, elle demande un réapprentissage et elle se destine aux utilisateurs les plus exigeants. Pour les photographes pro, et là je vais prendre exemple sur mon cas. Moi j'ai besoin d'un boîtier de secours qui soit proche de mon R5 en qualité de photo. Et j'ai aussi de plus en plus besoin de produire de la vidéo. Donc j'ai besoin d'une caméra plus endurante que mon R5. Donc dans le meilleur des mondes, j'ai deux R5, un principal, un secours, et j'ai une caméra type C70 pour faire de la vidéo. Mais comme j'ai que deux mains et que je déteste le matériel que je n'utilise pas, le matériel qui dort, ça me stresse, et ben ce R5C est parfait pour moi. Il devient ma caméra principale et le R5 ma caméra B en vidéo. Et en photo, c'est l'inverse. Il me suffit de sortir ce R5C en second boîtier ou en boîtier de secours. J'ai donc à la fois des boîtiers redondants pour la sécurité
et à la fois j'étends mes capacités de production. Et le gros bonus, c'est que je connais déjà ce boîtier par cœur parce qu'il est basé sur un R5 et que j'ai pas besoin de développer une nouvelle mémoire musculaire pour l'exploiter à fond. À ce stade-là, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes à qui je recommande ce boîtier sans aucune réserve et ça va être les vidéastes pros ou amateurs, les youtubeurs ou ceux qui veulent simplement se faire la main sur une vraie caméra pour ensuite pouvoir prendre une C300 sans être en sueur. Ce boîtier, pour eux, il est quasi parfait. Pour les tournages les plus posés, on rigue un minimum, comme ça, boum, et on a une caméra d'une puissance folle qui n'a pas à rougir devant des caméras coûtant le triple. Et si vous passez en mode photo, clic, hop, vous n'avez pas un appareil photo au rabais, mais vous avez bien un R5, soit l'un des mirrorless les plus puissants du moment. Bref, vous l'avez compris, je suis plutôt très content de cette acquisition, mais mes attentes sont probablement différentes des vôtres. Si demain, je pars en voyage et que je dois prendre qu'un seul boîtier, ça sera le R5. Il est moins pointu, il a une interface photo, vidéo unifiée, simplifiée, plus lisible, il a une gestion de la batterie qui est plus acceptable et même si je dois gérer une potentielle surchauffe, c'est toujours plus gérable que des batteries qui se vident instantanément. En revanche, si j'ai une prod sérieuse, à ce moment-là, en vidéo, je sors évidemment le R5C et je lui colle une V-mount aux fesses. Et là, pour le coup, j'ai une vraie caméra surpuissante. Bref, c'est un boîtier qui est chelou, qui est assez génial, assez unique, sans comparaison possible avec la concurrence. Visiblement, pas l'hybride à tout faire que la plupart d'entre vous attendaient, mais assurément beaucoup plus puissant en vidéo que ce que vous attendiez aussi. Il y a quand même quelques finitions logicielles qui seraient bienvenues, cela dit, pour unifier les deux interfaces. Sur certains points, mieux gérer l'énergie en vidéo. J'espère que Canon va bosser dessus. En gros, tu me mets une veille, un mode basse consommation et tu fais converger 2-3 fonctions avec le mode photo. Et pour moi, c'est sans appel le meilleur hybride du monde. Pour le moment, cette place pour moi est détenue par le Nikon Z9. Par contre, le R5C est le meilleur appareil photo et la meilleure caméra partageant le même boîtier. Ce qui est assez différent. Enfin, c'est pas... Je sais pas si vous captez la différence. Je vous tiendrai au courant sur le long terme s'il y a du neuf ou des surprises, mais comme cette caméra est basée sur un R5, eh ben, j'ai l'impression de déjà très bien la connaître. Et vous aussi, vous commencez à me connaître et je vais vous saouler avec le fait de vous abonner, de balancer tout plein de coms et de likes et de cloches. Puis je dirai mes initiales, car Jean-Baptiste, c'est bien trop long, ça fait chier tout le monde. Chose qu'auraient dû anticiper mes parents à ma naissance, pour finir sur un gros name dropping du nom de mon studio, ainsi qu'un au revoir en italien. Bref, c'était JB, Bison Bleu. Ciao!